Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir. Voici les titres. Présidentielle du 26 février 2012, la campagne électorale a officiellement démarré et pour annoncer la couleur, les 14 candidats sont tous passés à la RTS. La télévision nationale a recueilli en studio la première déclaration de chacun. Et puis, bonne nouvelle pour les consommateurs, le prix de certaines variétés de riz va connaître une baisse d'ici à la fin du mois de février. C'est le ministre du Commerce qui donne l'information dans ce journal, les explications de Amadou Niang. Et pour commencer, nous parlons d'abord du démarrage officiel de la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national. Hier samedi, les différents candidats ont sacrifié au traditionnel rituel de l'enregistrement en studio à la RTS. Les candidats se sont succédés à l'antenne selon l'ordre défini par le tirage au sort du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Ousmane Garifaye nous fait le compte-rendu. Premier à avoir foulé le sol de la radio-télévision nationale du Sénégal ce samedi, Idrissa Seck, candidat du mouvement Idi for Président, accompagné de membres du directoire de campagne. C'est le début du ballet des candidats. Fini donc les discours va-t-en-guerre d'avant-campagne. L'heure est à la sérénité dans les différents états-majors politiques. Autant dire que les chevaliers ont finalement sonné du corps. Objectif affiché, aller jusqu'au bout du processus. Une heure plus tard, Oumar Hassimoudia lui emboîte le pas. Le porte-étendard du parti humaniste Nyak Djerignou n'est pas en terrain inconnu. Il faut dire que l'homme en est à sa deuxième candidature. Troisième candidat à arpenter les marches ce matin, Maître Doudounoy. Le porte-drapeau de l'Union pour la République Diamant. Sa délégation est réduite à sa portion congrue. Arrivé également sans tambour ni trompette de Djibril Ngom. Un peu avant 13h, le candidat du parti Tahaou Askanui sera suivi de Moustapha Niasse, le leader de Benno Siggil Sénégal, à la tête d'une très forte délégation. À 15h passées de quelques minutes, Cheikh Habiboulaye Dieye sera maître des lieux, investi qu'il est par le FSDBJ. Il sera suivi de Mordiang du parti de l'Espoir Yakar. Mais voici sans doute l'une des attractions de la campagne 2012. Djouma Diakhaté, arrivée un peu vers 19h pour sacrifier elle aussi au rituel. Ici, le baptême du feu ne semble pas entamer le moral de celle qui se définit comme la candidate des chômeurs. Elle porte les couleurs du parti Initiative démocratique Djoubel. Quelques minutes plus tard, c'est Ibrahim Fall qui hérite du relais. Il est porteur du projet de société de la coalition Tahaou Tamba. À sa suite, Amsatou Sow Sidibé, deuxième femme du peloton. Avec Djouma Diakhaté, elle forme la paire féminine qui tente de bouleverser la hiérarchie et mettre fin à la suprématie des hommes au soir du 26 février. À Carlenen, elle a fini elle aussi de baisser la garde et fait cap sur 26 février. Autre leader à avoir tourné le dos à la rue pour la République, Ousmane Tanor Dieng, investi de la confiance de la coalition Benno Aktanor, arrivé dans les locaux sans grande délégation, mais l'homme n'en est pas moins serein pour faire face au suffrage populaire le 26 février. 12e candidat à faire le déplacement cet après-midi, Macky Sall, tête de file de la coalition Macky 2012, accompagné d'une délégation importante. Avant-dernier candidat à fouler le sol de la RTS, Dr Cheikh Tidiane Gadio, venu lui aussi partager le projet de société du mouvement Louis Jotna. À 23h, il ferme le balai. C'est le dernier candidat à avoir sacrifié au rituel. Maître Abdoulaye Wade, président sortant, candidat des FAL 2012, venu en masse lui témoigner de leur détermination à le confirmer à la tête de l'État le 26 février 2012. Ainsi, le Sénégal rentre de plein pied dans la campagne 2012. 14 candidats pour un seul fauteuil. Verdict 26 février au soir. Ousmane Garifaye, prier pour un Sénégal de paix en cette période préélectorale. C'est tout l'objectif de la journée de prière organisée par le Cercle des Arabophones en partenariat avec l'association de la Grande Mosquée de Daro et Icotaf 1. C'est dans la banlieue dakaroise. Les différentes familles confrériques du Sénégal étaient représentées. Claire Diop. Pendant une journée entière, ils se sont réunis pour accomplir un acte de dévotion et d'adoration conformément aux recommandations du Saint-Coran et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un seul objectif, prier pour la paix au Sénégal, des versets du Saint-Coran salmodiés pour demander pardon à Allah, mais aussi pour l'apaisement des cœurs. C'est dans l'humilité et la ferveur que nous vous invitons dans cette maison d'Allah pour l'implorer, demander sa bénédiction et prier pour qu'il préserve notre pays et guide nos dirigeants sur le droit chemin.
Cet acte cultuel est jugé de haute portée religieuse et citoyenne. Ces croyants en appellent à la responsabilité de tout un chacun pour une paix avant, pendant et après la présidentielle du 26 février prochain. Compte tenu de l'importance du scrutin présidentiel dans la vie d'une nation, il nous appartient de rappeler que le choix de l'homme qui sera chargé de diriger notre pays devra obéir, entre autres, aux critères moraux, intellectuels et physiques. Ceci en plus d'un programme clair qui puisse répondre aux aspirations du peuple sénégalais. Les représentants des khalifes généraux des différentes confréries ont pris part à ces séances de prière à Pikine. L'on pouvait aussi noter la présence massive des femmes et même des tout-petits ici à la mosquée de Darou, car il y va aussi de leur avenir. Cette période préélectorale préoccupe aussi le mouvement Al-Falah. Il a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur la situation actuelle. Un appel à une prise de conscience a été une nouvelle fois lancé afin de parer à d'éventuelles violences, nous dit Ibrahim Andong. Ce récital de versets coraniques a servi de préalable à cette conférence de presse. Des paroles divines qui, pour l'essentiel, renvoient à la fiabilité dans le traitement de l'information, mais aussi à l'appel au dialogue. Après quoi, le bureau exécutif national du mouvement Al-Falah invite les différents acteurs de la vie politique à œuvrer pour un climat social apaisé. Al-Falah invite tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils se situent, à rester sereins, à œuvrer pour la paix et la cohésion nationale et à respecter la Constitution, les lois et règlements qui constituent le fondement du vivre ensemble. À la presse nationale et internationale, le mouvement leur demande d'être impartial par rapport au traitement de l'information durant la période électorale de la présidentielle du 26 février. Vous savez mieux que quiconque qu'une seule parole, une seule phrase et mieux une seule image peut embraser le pays et installer la guerre civile et anéantir tous nos biens. Alors que nos biens, nos vies sont sacrées. Malheur à toute personne qui ouvrira les hostilités. À tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, le mouvement Al-Falah leur demande de méditer sur ces vérités de notre Seigneur Allah qui dit: et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Le mouvement Al-Falah est une association culturelle islamique apolitique. Ses membres prient pour des élections libres et transparentes, gage d'une paix durable. Les saltigués ne sont pas en reste dans cette campagne pour la paix sociale au Sénégal et ils interpellent politiques et citoyens à faire des sacrifices pour épargner le pays de toute perturbation sociopolitique. Ils étaient en conférence de presse au siège de Prometra, Moussa Mané. Le contexte préélectoral, la situation sociopolitique au Sénégal ont été au centre de ce point de presse de l'Association pour la promotion des médecines traditionnelles Prometra. En juin dernier, ces mêmes saltiguis ont prédit, entre autres, que les événements qui vont être liés aux élections présidentielles de février 2012 risquent d'être entachés de problèmes sérieux préoccupants. Dans le contexte de l'élection présidentielle du 26 février 2012, Prometra interpelle tous les saltigués et chefs de culte à organiser des prières afin d'épargner le Sénégal de toute perturbation sociopolitique. D'ailleurs, ces mêmes saltigués ont demandé de faire des sacrifices. Les hommes politiques, les responsables politiques, doivent faire des sacrifices de chèvres noires pour que la paix revienne. Les chefs de famille, les mères de famille, doivent faire un sacrifice de 3 bols de lard un jour de mardi et un sacrifice de 7 gâteaux de 1000 un jour de jeudi. Et les responsables de communautés de base eux-mêmes doivent faire un sacrifice de 7 mètres de percale. Nous avons informé les uns et les autres. Prometra interpelle ceux qui détiennent des valeurs de civilisation au Sénégal. L'objectif est de faire tout pour ramener la paix sociale dans le pays.
Dans l'actualité nationale toujours, après Podor, c'était au tour de la communauté rurale de Diama d'accueillir le MCA pour une restitution d'études préparatoires à la sécurisation foncière. Et c'est dans le cadre de son projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau dans le delta, une zone où le MCA compte aménager 35 000 hectares. Une vision de l'aménagement bien appréciée par les populations locales qui se sentent approprier les outils mis à leur disposition. Et c'est un compte rendu signé Aboubakry Kane. À l'image de l'arbre à palabres, c'est sous le hangar de la maison des jeunes de Diama que les différents acteurs se sont retrouvés pour la restitution des travaux. L'objectif est d'arriver à un consensus pour valider les études préparatoires à la sécurisation foncière. Le MCA compte aménager 36 000 hectares du delta dans les zones de Ronk, Gandon, Diama et Rosbetio. Une vision de l'aménagement partagée. La meilleure solution, c'est de parler avec la population comme vous venez de faire et tenir compte en gros ce que la population fait, les cultures, les élevages, les pêches, tout ce qui concerne l'entour de cette tous. On a compris que sans ça, il y aura des problèmes pour les agriculteurs dans quelques années. C'était important que nous puissions assurer avec la population que les enquêtes qu'on a sont bien réelles et que ce sont les outils qu'on va mettre dans la signature. C'était aussi important qu'ils s'approprient les outils qu'on leur propose pour mieux gérer la politique dans le pays. Les populations ont bien apprécié le processus participatif pour ensuite confirmer le résultat des enquêtes et surtout l'exhaustivité du travail abattu par le MCA. Elles souhaitent par ailleurs poursuivre le compagnonnage. Nous allons les accompagner pour renforcer leur capacité comme nous l'ont demandé, afin qu'après le départ du projet, qu'ils puissent continuer à gérer cela avec les moyens qu'on a mis à la disposition. Nous sommes vraiment à la phase de lancement du dossier d'appel d'offres. Dans les mois à venir, dans 20 mois, nous allons commencer à lancer les premiers lots. Entre autres outils de sécurisation foncière proposés par le MCA, un registre de gestion foncière et un manuel de procédure pour l'allocation des terres par les collectivités locales. Dans la phase pratique, les populations ont mis l'accent sur la nécessité d'aménager des canaux pour faciliter le drainage et l'irrigation. Des préoccupations prises en compte par le MCA qui va garantir une mise en valeur des superficies aménagées. Je vous le disais en titre, le prix de certaines variétés de riz va connaître une baisse d'ici à la fin du mois de février. L'information est donnée par le ministre du Commerce et cela s'explique selon Amadou Niang par la baisse de 160 $ sur la tonne de riz. Des mesures seront prises pour réguler les prix au niveau national. Damsila. Certaines variétés de riz indien, pakistanais et brésilien connaîtront une baisse sur le marché national. De septembre 2011 à février 2012, le prix de la tonne a baissé de 160 $. Le marché est correctement approvisionné, comme le ministre du Commerce a pu le constater au port. Si on cumule les 6 premiers mois, c'est-à-dire de juillet à décembre, et le mois dernier, de décembre à janvier, cela signifie qu'on a eu une baisse au niveau du prix FOB de 160 $ sur les variétés ordinaires, Pakistan, Indien, Brésilien, Vietnamien. La solution consiste pour tout État qui se soucie de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs, c'est d'assurer l'approvisionnement du pays dans ces différentes variétés-là. Et c'est ce que nous avons entrepris avec les importateurs à qui nous avons transmis ce message du gouvernement, que le gouvernement veut, au moment où les variétés de luxe augmentent, obtenir pour le Sénégal des variétés de riz blanc dont les cotations sont à baisse, que le gouvernement veut donc obtenir des quantités importantes. Selon la FAO, les prix de certaines denrées de première nécessité ont chuté ces derniers mois sur le marché international. Cette baisse aura bien des impacts sur les populations avec des nouvelles mesures qui seront prises. Dès demain, étant donné que nous avons reçu la première cargaison, nous ferons une circulaire à l'ensemble des gouverneurs pour que progressivement, au rythme des réceptions du riz au port, pour que ces 126 000 tonnes de riz soient traitées région par région dans le cadre d'un système de suivi qui nous permettra de répercuter, comme nous l'avons fait du reste en 2007 et 2008. Les autorités en charge du secteur et du commerce entament des discussions avec les producteurs du riz local. Objectif, trouver une nouvelle tarification des prix. Et nous travaillons en tout cas en essayant de trouver des solutions par rapport à la pression financière et le marché mondial pour toujours permettre aux Sénégalais d'accéder
au meilleur prix et au meilleur produit aux différentes céréales locales et aussi aux céréales internationales que sont le riz. Le Sénégal dispose d'un stock de 126 000 tonnes. Cette quantité va assurer le ravitaillement pour une durée de 3 mois. Par ailleurs, le gouvernement travaille en synergie avec les bailleurs et les producteurs de la vallée pour que notre pays atteigne l'autosuffisance en riz. Damsila, à ce stade du journal, nous parlons du projet social Solidarité Sénégal de l'artiste Adiouza qui a démarré à Guédiawaye. En partenariat avec Caritas Sénégal, une boutique est ouverte dans ce quartier de la banlieue et pendant 5 jours, 100 familles déjà identifiées pourront s'y approvisionner. L'objectif est de vendre les denrées de première nécessité à des prix subventionnés. Diana Badia. Ces denrées alimentaires seront vendues à 25% de leur prix à 100 familles démunies habitant à Guédiawaye. Par ce geste, la chanteuse Adiouza veut contribuer à la réduction de la pauvreté qui sévit dans sa localité. Dans le choix des démunis, on a surtout favorisé des veuves, par exemple, des femmes qui ont des enfants et dont leurs maris ne sont plus là et qui ont des difficultés à nourrir leurs enfants. On a favorisé aussi des handicapés, des femmes handicapées. Donc, dans ce recensement, en majorité, il y a beaucoup de femmes, en quelque sorte, je peux dire. Donc, ces femmes-là pourront, dès demain, venir acheter dans cette boutique-là. Mais ça se fera dans la plus grande discrétion. La fille d'Ouza Diallo a organisé des concerts pour concrétiser ce projet. De plus, elle bénéficie du soutien d'une organisation caritative. Cette initiative est vraiment une belle initiative qui entre en parfaite adéquation avec les principes et les valeurs de Caritas Sénégal. C'est pourquoi notre institution n'a ménagé aucun effort pour soutenir la requête d'Adiouza. La journée était dédiée au maire de Dakar, Khalifa Sall, représenté par son épouse. Cette dernière s'est félicitée de la démarche. Les autres autorités présentes lui ont emboîté le pas. Je voudrais donc dire, au nom des populations de la région de Dakar, notre fierté d'être là aujourd'hui pour participer donc à cet élan de cœur, à cet élan de solidarité qui marque de manière indélébile la marque de Guédiawaye. Les collectivités locales seraient moins fatiguées, mais l'État central serait moins fatigué aussi parce qu'il y aurait déjà une prise en charge à la base. Voilà ce que Adiouza est en train de faire. Les notables de Guédiawaye étaient également de la partie, tous venus prêter main forte à Adiouza qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La chanteuse invite toutes les bonnes volontés à s'associer à sa cause. Elle espère pouvoir étendre son action à d'autres localités. Dienabadia, les rideaux sont tombés sur la 12e édition de Fouta Santé et Ourossogui est la ville choisie cette année pour abriter les consultations gratuites. Une semaine durant, des médecins de différentes spécialités ont consulté des centaines de personnes venues de toute la région de Matam et environ d'Amsila. Depuis son démarrage en 2001, la caravane Fouta Santé ne cesse d'appuyer les populations du Nord pour une meilleure couverture sanitaire. Au total, 28 500 personnes ont été consultées, soit en moins de 4 400 patients par an. Le dispositif médical est aussi renforcé avec de nouveaux matériels chirurgicaux. On constate maintenant au niveau de l'hôpital de la compétence, du matériel, donc un plateau chirurgical qui n'a rien à envier, en tout cas à certains hôpitaux, y compris au niveau de Dakaroua. Et puis de l'autre, c'est plutôt le renforcement des pratiques professionnelles, parce que tout le principe de notre intervention, c'est de fonctionner avec l'équipe de l'hôpital sur place, et donc ça reste le patient de bout en bout. Et quand on pratique donc au niveau du bloc opératoire, c'est avec les équipes de l'hôpital, et donc c'est pour ça que d'entrée de jeu, il y a un échange de pratiques professionnelles, il y a aussi de la formation qui inscrit toute une action aussi dans une logique durable. Les sages-femmes et les matrones des 3 districts sanitaires de l'hôpital régional de Matam ont reçu une formation axée sur la simulation des mises en situation. En lien avec la région médicale et d'ailleurs un de leurs partenaires, l'UNFPA, donc les Nations Unies, on est en train de travailler avec eux pour que ce soit inscrit dans le programme de travail annuel, un dispositif de formation où là, en plus de ce qu'on fait chaque année, de mobiliser une équipe de médecins qui pour bon nombre d'entre eux travaillent d'ailleurs avec l'OMS, qu'on les mobilise pour qu'ils interviennent plusieurs fois dans l'année, de façon à accompagner aussi les formateurs et couvrir l'ensemble en fait des acteurs sur les lieux de naissance, que ce soit les sages-femmes, les infirmiers, voire
voire au-delà, les matrones aussi. Donner l'opportunité aux populations du nord du pays de se soigner convenablement sans se déplacer jusqu'à Dakar est l'objectif de cette caravane. D'autres équipements médicaux seront octroyés à l'hôpital régional pour une meilleure amélioration de la situation sanitaire. L'actualité hors de nos frontières à présent, 7 morts dont 4 civils et 3 policiers. C'est le bilan de l'attentat à la voiture piégée survenu au quartier général de la police en Afghanistan. Ainsi démarre notre tour du monde en bref et en images. En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée dans le parking du quartier général de la police de Kandahar a fait 7 morts dimanche, 4 civils et 3 policiers et une dizaine de blessés parmi lesquels des femmes et des enfants. Principale ville du sud, Kandahar est un bastion des talibans. C'est dans cette région ainsi que dans l'est du pays qu'ont lieu la plupart des violences liées au conflit entre les insurgés et le gouvernement afghan soutenu par ses alliés de l'OTAN. Démantèlement musclé samedi du campement occupé depuis octobre par les militants anticapitalistes à Washington. En début de soirée, des dizaines de personnes continuaient à protester. Toute la journée, la police anti-émeute avait démonté des dizaines de tentes tout en repoussant les protestataires du mouvement Occupy à l'extérieur du square McPherson, situé non loin de la Maison Blanche. Un manifestant qui avait frappé un policier a été arrêté. Ce campement était le dernier bastion visible du mouvement depuis l'éviction des militants du square Zuccotti à Wall Street. L'État du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, à nouveau sous les eaux. 3800 habitants de Saint-Georges ont dû être évacués avant que la seule route encore praticable ne soit submergée. On compte un mort. Des hélicoptères survolent la zone pour secourir les personnes en difficulté. Saint-Georges a connu des inondations majeures ces 2 dernières années, notamment en 2011 où le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud avaient été dévastés par les eaux, faisant 35 morts et des milliards de dollars de dégâts. C'est la première apparition publique de Fidel Castro depuis avril dernier. Le leader Maximo était venu présenter au Palais des Congrès de la Havane les 2 premiers volumes de ses mémoires sous forme d'entretien. L'ouvrage, intitulé Guerrillero du temps, retrace sa vie depuis son enfance jusqu'en 1958, à la veille du triomphe de la révolution cubaine. Je veux profiter de ce moment parce que la mémoire se gâte, a déclaré vendredi le père de la révolution cubaine, âgé de 85 ans, qui a aujourd'hui cédé le pouvoir à son frère Raoul. L'actualité sénégalaise, rendre propre les lieux publics est l'un des objectifs du mouvement mondial pour l'unicité de Dieu. Cette année, il a porté son choix sur la gare routière de Dakar. Sous la conduite du marabout Mame Thierno Birahim Mbacké, les membres de l'association ont donné un nouveau visage à l'espace. Damsila. Matériel de nettoiement en bandoulière, les jeunes du mouvement mondial pour l'unicité de Dieu ont pris d'assaut la gare routière de Dakar. Objectif, rendre propre ce lieu public. Un acte citoyen doublé d'une détermination religieuse, puisque l'ordre est venu de leur guide Cheikh Ahmadou Kra, nommé général de Bamba. Son lieutenant Mame Thierno Birahim Mbacké a dirigé les travaux. Comme tout le monde, il a activement participé au nettoiement. Au terme des activités, il a tenu un discours pour souligner l'importance de la salubrité, un devoir que tout bon musulman doit accomplir. Il recommande aussi de continuer ces actes partout où le besoin se fait sentir. Le président des mécaniciens du Sénégal et les responsables de la gare routière ont exprimé leur satisfaction. Ils réitèrent leur collaboration avec le mouvement qui les appuie depuis 10 ans. Mission accomplie, il reste maintenant à rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, comme ils en ont l'habitude, des pas rythmés accompagnés de chants, pour clôturer les activités. Et nous en venons au sport maintenant, football. Après la Côte d'Ivoire hier, le Mali est le deuxième pays de l'Afrique de l'Ouest à se qualifier en demi-finale de la CAN 2012. Les Aigles ont eu leur salut grâce au tir au but remporté 5-4 face aux Panthères du Gabon. Le pays hôte voit ainsi son rêve brisé après un premier tour sans faute. Voici maintenant les temps forts de ce match des quarts de finale disputé cet après-midi. C'est avec Louis-Philippe Sagna. Aubameyang, attention à sa course d'élan, le ballon paré par Diakité qui sort ce ballon. Aubameyang qui manque son... Véritable coup dur qui marque la fin d'un parcours jusqu'ici magnifique. Et pourtant, il était difficile de faire un pronostic avant le coup d'envoi de ce match qui oppose Panthères et Aigles. Les deux équipes comprennent que la partie ne sera pas facile. Pendant plus d'un quart d'heure, il n'y a pas eu grosse frayeur. Sur toutes les lignes, c'est l'équilibre de part et d'autre. 0 but partout. Pas de changement jusqu'à la pause.
L'envie de faire la différence apparaît dès la reprise côté gabonais. Quand il ne marque pas, il fait la passe décisive. Il s'agit bien de Aubameyang qui permet à Moulungi de faire vibrer tout un stade. Moulungi qui ouvre le score pour le Gabon. Après ce centre en retrait, la défense du Mali qui est restée complètement statique et les Gabonais qui ouvrent le score. Le point levé du président gabonais. Véritable réalisme qui prouve la détermination des Panthères. La réaction ne s'est pas fait attendre, mais c'est mal exploité. 2 minutes plus tard, Daniel Cousin rate la balle du 2-0. Le poteau sauve Diakité, portier des Aigles. Obligé de réagir, le Mali renforce son attaque. Diabaté effectue son entrée à un quart d'heure de la fin. Les assauts se multiplient. 84e minute, débordement à gauche. Altamboura, ça va très très vite d'un côté comme de l'autre avec un nouveau centre. La remise, Diabaté, l'égalisation malienne. La pression change de camp. Et c'est Maïga qui aurait pu donner l'avantage aux siens juste après l'égalisation. Voilà, l'arbitre ne laissera pas. Un but partout. Le temps réglementaire s'achève. Place aux prolongations. Les 30 minutes supplémentaires n'ont pu départager les équipes. Il a fallu procéder à la dure épreuve des tirs au but. Un exercice auquel s'étaient bien préparés les poulains d'Alain Giresse. L'aventure se poursuit pour ce deuxième représentant de l'Afrique de l'Ouest admis en demi-finale. Le flip saignant, le dernier quart de finale a vu la victoire des Black Stars du Ghana face à la Tunisie sur la marque de 2-1 après prolongation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis à noter que les demi-finales opposeront la Zambie au Ghana et la Côte d'Ivoire au Mali. C'est la fin de ce journal maintenant. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 20h. Au revoir.